Salut, c'est Bartholomé, le président et un des cofondateurs de la Chaise française. On continue les podcasts pendant cette période de confinement et on y arrive grâce à un enregistrement téléphonique de qualité. On reçoit Charlotte Cadet, la fondatrice de Celency, l'occasion de revenir sur son parcours hyper intéressant et sur son concept fort et ambitieux pour une nouvelle société. À bientôt et bon podcast. Okay. Salut Charlotte. Salut Bartholomé. Merci beaucoup de faire avec moi ce podcast dans des conditions un peu particulières. Normalement, c'est fait dans une vraie rencontre physique, mais là, pour cause de confinement, on le fait via le téléphone, et ce qui nous permet d'alimenter tous les jours encore nos contenus. Et donc, merci beaucoup de prendre ce temps au téléphone. Avec plaisir. C'est trop sympa. Je voudrais commencer du coup par toi, et avant d'arriver sur Celency, essayer de voir un peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à créer au fur et à mesure Celency. Ouais, alors moi j'ai un parcours business à la base. J'ai donc fait une école de commerce. Ensuite j'ai travaillé pendant 2 ans et demi avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale. Et à vrai dire, j'ai commencé plutôt dans des grands groupes. Je pensais faire évoluer sur des métiers marketing et communication. Donc j'ai démarré chez L'Oréal. Je me suis rendu compte que le format très grand groupe n'était pas forcément ce qui correspondait le mieux à mes aspirations, à ma personnalité. Donc j'ai rejoint une petite agence d'une quinzaine de personnes. Là j'ai switché d'ailleurs sur un métier aussi un petit peu différent. J'étais plutôt responsable commercial, donc j'ai structuré une équipe commerciale. Et tu étais dans quelle boîte là à ce moment-là? Ça s'appelle Little Agency, donc c'est une agence de design qui travaille non pas dans le design mobilier, design intérieur, etc., mais plutôt de l'univers du packaging et beaucoup avec des entreprises de cosmétiques. C'est comme ça que je les avais rencontrées via L'Oréal avant. Ok. Donc t'étais pas encore sur un truc sectoriel, t'étais assez de rechercher ton travail en tant que tel, quoi. Exactement. J'étais vraiment dans une quête plutôt de trouver le bon job, le bon challenge. J'aspirais quand même à j'étais à fond dans mon projet professionnel, mais avec vraiment l'idée plutôt de trouver le bon job dans la boîte qui correspondait à mon profil. Et puis finalement, chemin faisant, j'ai réalisé que le côté petite structure me correspondait très bien, que le côté que j'aspirais aussi à avoir un job finalement qui touche plusieurs sujets assez variés, et je me suis rendu compte aussi que l'univers pour le coup type spécifique des cosmétiques, etc., me correspondait pas tant que ça. Et moi, mon sujet et ma passion à ce moment-là, c'était déjà la déco. J'ai toujours été très sensible à cet univers-là, même si j'en avais pas fait un choix de professionnel, on va dire. En tout cas, à ce moment-là, j'avais déjà été bien sensibilisée au sujet par ma mère qui a un petit peu travaillé dans le sujet, dans le secteur, et qui m'avait transmis sa passion. Et puis par mes premiers jobs d'été quand j'étais plus jeune, où j'avais bossé chez un antiquaire, etc. Donc je connaissais déjà un peu l'univers. Une idée m'était à peu près familier. Et là, je me suis tout simplement questionnée à ce moment-là en me disant, donc si je devais créer de la valeur dans cette industrie, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais m'y prendre. Puis en fait, je suis tout simplement partie de... Là, ça veut dire que tu étais déjà dans l'entrepreneuriat, ou tu t'es dit j'ai envie de faire de la déco et j'aime bien les petites structures, donc j'entreprends, ou tu avais déjà la volonté d'entreprendre? Non, j'avais pas forcément la volonté d'entreprendre, mais plutôt je sais pas si c'était vraiment animé par la volonté d'entreprendre, mais plutôt de rejoindre ce secteur de la déco et de faire quelque chose là-dedans et d'avoir une approche qui soit quand même un peu 360. Alors, est-ce que c'était être entrepreneur à proprement parler? Non, mais c'est vraiment le milieu qui t'a boosté au début, quoi. Ouais, clairement. Moi, c'est vraiment pas par l'entrepreneuriat que je suis arrivée à la déco, mais par la déco que je suis arrivée à l'entrepreneuriat. Ok, génial. Et donc voilà, donc je me suis un peu questionnée surtout sur mes besoins, comment quels étaient mes réflexes d'achat déco, comment est-ce que je sourçais mes produits, etc. Je me suis rapidement rendu compte que en fait ma démarche était toujours la même, c'est-à-dire je ne voulais plus faire appel aux standards de la déco, à savoir
Ikea Co, aussi louable et inspirante ces marques soient-elles, mais pour éviter le côté très standardisé. Et j'avais envie d'avoir vraiment des choses qui ont une histoire, des choses personnelles qui apportent une âme et une authenticité à la déco. Donc finalement des objets qu'on peut retrouver dans des brocantes, dans des vides-greniers, sur des sites de petites annonces, etc. Donc j'ai écumé pas mal tous ces rendez-vous-là, soit le Bon Coin, eBay ou les brocantes le week-end. Et je me rendais compte qu'en fait je perdais énormément de temps à chercher la bonne pièce au bon prix, à d'abord trouver l'inspiration et l'idée de ce que je voulais, et puis ensuite à tomber au petit bonheur la chance sur la pièce qui correspondait à mes besoins. Ok. Donc voilà, donc je me suis dit, mais en fait, ce serait génial d'avoir un site qui sélectionne pour moi le meilleur de la décoration de seconde main, le meilleur de ces pièces uniques de déco, et qui m'apporte tout un tas de services. Donc en fait, que j'ai plus qu'à piocher sur quelque part sur un plateau les plus jolies pièces pour mon intérieur. Mais alors quand t'as eu cette idée-là, t'étais toujours dans ton job dans l'agence? Ouais, j'étais toujours dans mon job. Ok. Et là, je me suis dit, en fait, pourquoi, si c'est ça qui me ferait rêver, je vois que j'ai regardé un petit peu, est-ce qu'il y a des boîtes qui existent sur ce secteur, sur ce segment-là et tout ça, puis en fait pas du tout. Donc je me suis dit, pourquoi dans ce cas-là, et c'est là qu'est apparue finalement l'approche entrepreneuriale. Et là, je me suis dit, finalement, pourquoi ne pas me lancer dans cette aventure et créer moi-même ce service. Et t'as pas pensé à faire, par exemple, ça a tout de suite été le secondement, t'as pas pensé à te dire, je vais créer des meubles que je vais commercialiser, qui seront plus originaux que ce qu'il y a sur le marché. Le secondement, c'était vraiment direct, quoi. Ouais, le côté seconde main. En fait, ce qui m'a plu au premier abord sur la première approche intéressante pour moi de la seconde main, c'est le côté authentique, la patine que vont apporter les objets anciens, que l'on n'a pas dans un objet original, une création, dans du neuf, en fait. Donc, même si je suis très sensible évidemment aussi au design, au neuf, et que j'aime énormément le mix d'ailleurs du contemporain et de l'ancien, j'ai quand même une sensibilité particulière pour les objets qui ont cette patine, cette histoire. J'y trouve une certaine une esthétique très particulière. Donc voilà, du coup pour moi c'était vraiment la seconde main qui m'intéressait. Et puis qui plus est, en creusant un peu, je me suis dit mais en plus ça s'inscrit vraiment dans une nouvelle manière de consommer qui ne va faire que prendre de plus en plus de sens. L'essor, ouais. Et donc tu te lances. Et donc je me suis dit pourquoi, voilà. Alors avant de me lancer, j'ai voulu valider 2-3 trucs. Les 2-3 trucs, c'était j'avais quand même l'idée du coup côté acheteur, et j'avais identifié le besoin. Je me suis dit je vais quand même vérifier que je suis pas solo dans cette approche. Donc j'ai sondé un peu autour de moi, plutôt mon premier cercle, en envoyant tout simplement des sondages justement pour comprendre un peu les réflexes déco des uns et des autres et éventuellement les besoins. Je me suis rendu compte qu'a priori il y avait peut-être une opportunité côté acheteur aussi. Et puis j'ai aussi beaucoup discuté avec des brocanteurs sur des marchés, des déballages, des brocantes, etc. Et eux tenaient aussi ce même discours qui était de dire, en fait, on sait qu'on n'a pas vraiment pris encore le virage du digital, on sait qu'il faut le prendre, on ne sait pas trop comment l'aborder, on se sent pas extrêmement valorisé sur les sites de petites annonces, etc. Et là, je me suis dit, mais bingo, il y a un besoin aussi côté vendeur. Et c'est là que ça fait sens, c'est-à-dire que plutôt que d'être moi-même, j'aurais pu me dire, en fait, moi je vais me lancer, je vais être brocanteuse et puis je vais chiner des pièces et les revendre. Et en fait, l'approche n'a pas été tout celle-là, c'était de dire, non, en fait, je vais créer une plateforme qui va permettre à des vendeurs de distribuer leurs pièces, de les vendre en ligne, et à des acheteurs d'accéder à des pièces uniques. Quand tu parles de brocanteurs, c'est des brocanteurs de métier ou c'est des amateurs qui un peu spécialisés? Non, c'est des brocanteurs de métier plutôt. Donc ça, c'est une question. J'ai une question, ça sur. On reviendra à la marque Celency, mais j'ai une question rapide. C'est aujourd'hui Celency, c'est combien pour l'offre? C'est majoritairement des brocanteurs. C'est plutôt des professionnels. C'est 70% de professionnels et 30% de particuliers. Ok. Ça, on le sait pas. J'ai l'impression que les gens sont. Enfin, moi, j'avais fait un peu des questions sur Celency et tout le monde pensait que c'était vraiment que des particuliers.
Donc en fait, c'est vachement nourri par des professionnels. Ah ouais, complètement. C'est vraiment nourri par les professionnels. Ok, trop cool. Et du coup, là, t'as d'autres questions que à part le vendeur, l'acheteur, Non, c'était vraiment savoir si côté vendeur et côté acheteur, il y avait, enfin, comment est-ce que je pouvais sourcer en fait mes produits et à qui je pouvais les vendre en fait. C'était un peu ça les enjeux. Une fois que j'avais validé ces deux points-là, que j'ai identifié des opportunités sur chacune des cibles, là l'idée ça a été plutôt de ficeler un business plan et un business model surtout, et voir si du coup on pouvait construire quelque chose qui financièrement tienne la route aussi. Okay. Et une fois que j'avais tout ça en main, c'est là que j'ai décidé de quitter mon job et de me lancer à fond dans l'aventure. Alors t'as fait comment pour te lancer au début du coup? T'as fait quoi? Comment ça s'est passé? Alors j'ai fait quoi? J'ai demandé une rupture conventionnelle qui m'a permis déjà de pouvoir anticiper un peu la suite et d'amorcer ce projet sans avoir la corde au cou. Donc rupture conventionnelle avec mon ancien job et puis après premier jour on se retrouve feuille blanche chez soi et il faut démarrer. Et là les premiers réflexes que j'ai eus c'était de me dire bon il va falloir un outil et l'outil ça va être un site. Je connaissais rien, j'étais pas du tout un profil tech, donc j'ai plutôt rencontré des gens dont c'était le métier. J'ai essayé de trouver des agences qui pouvaient m'accompagner sur cette partie-là. Ok. Et avec, donc t'as commencé à financer comment un peu ton activité au début? Alors j'ai fait un peu sur fonds propres, donc un petit apport perso, ce qui m'a permis d'amorcer les premières dépenses, notamment liées au site, en fait, au développement du site. Okay. Et puis après, progressivement, dans les mois qui ont suivi, je suis allée chercher aussi des aides financières auprès de plusieurs réseaux différents. Il y a eu notamment Réseau Entreprendre Paris. Ouais, bien sûr. Ok. BPI qui a des aides aussi au démarrage. En fait, un peu de tout, quoi. il y a eu Paris Initiative Entreprise aussi. Voilà, quelques aides qui ont permis d'amorcer un peu le système. D'accord, trop bien. C'est les premières dépenses. Donc en tout cas, mes premiers réflexes, ça a été de dire ok, il faut construire le site. Et donc là, je me suis entourée de personnes qui étaient d'une part des experts, qui allaient pouvoir le développer vraiment. Et puis moi, je me suis aussi mise dans le rôle d'un product manager à écrire le site et imaginer l'expérience de demain. Donc voilà, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Et puis en parallèle, il y avait toute la démarche commerciale, c'est-à-dire commencer à approcher les vendeurs qui allaient être les vendeurs de demain, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, et alors, tu mets combien de temps à partir du moment où tu as ta rupture conventionnelle jusqu'à ta première vente? Jusqu'à la première vente, en fait, je me suis mise vraiment sur le projet en full time à partir de novembre 2013. Et la première vente, elle était courant été 2014. Donc, il m'a fallu un bon gros 6 mois pour avoir un premier, on va dire, un MVP et faire des premières ventes, quoi. Et donc, à part, ça prend quand même du temps et c'est un temps de développement assez important. Et après, est-ce que à partir de quel moment t'as commencé à t'entourer? T'as été toute seule combien de temps? En fait, j'ai été toute seule, alors pseudo toute seule, puisque du coup, on était déjà ensemble avec Maxime dans la vie personnelle avant de se lancer dans cette aventure pro aussi à deux. Donc, il m'accompagnait quand même pas mal sur les sujets. Au départ, il n'était pas vraiment question qu'on s'associe. Et puis finalement, il m'aidait de plus en plus. Et au moment du lancement, quand on a fait le lancement commercial de Celency en septembre 2014, là j'ai eu pas mal de besoins, d'urgence à gérer, etc. Et puis il m'a aidé un peu plus. Et puis finalement on s'est dit allez, on essaye et on va tenter l'association. Mais donc je pense que j'ai dû bosser vraiment seule, peut-être les 8 premiers mois, mais j'étais jamais complètement seule. J'ai toujours été pas mal entourée, presque par ces réseaux et par Maxime qui me distillait ses bons conseils. Ok. Et donc du coup, à partir du moment où tu as fait ta première vente, donc été 2015, je sais plus. Été 2014, Été 2014, comment ça s'est déroulé là si tu peux un peu nous faire le film de Celency jusqu'à aujourd'hui, toute la croissance, tout ça, comment t'as fait, comment c'est passé?
En fait, les premières ventes sont bien passées. En fait, il y a eu un effet, on a eu 2 effets positifs au démarrage. Le côté, le bouche à oreille a plutôt bien fonctionné. Ouais. Et c'est ce qui nous a permis franchement, de bien amorcer la pompe. Ouais. Et après, on a aussi eu la chance d'avoir pas mal de presse. En D'accord. fait, les médias je sais pas si c'est parce qu'il y a peu d'actu dans le secteur de la déco, etc., et peu de nouveautés. En tout cas, ils ont bien relayé le projet. Et Ok. du coup, ça nous a permis de pas mal nous faire connaître. Ça, plus les réseaux sociaux. Donc, Ok. voilà, ça a été un peu les 3 leviers, bouche à oreille, réseaux sociaux et la presse. Les 3 Et la leviers qui presse, nous ont permis de... la presse par exemple, c'est toi qui t'en occupais directement ou t'avais une agence et tout Oui, ça Tu t'en occupais direct. je m'en occupais. Alors, en fait, non, qu'est-ce que je te dis au départ? On était aidé quand même par une agence. D'accord. Mm. Ok, trop cool. Donc tous ces 3 trucs-là fonctionnent bien. Ouais. Ces 3 trucs-là fonctionnent bien. Ouais. On a fait du coup un événement de lancement donc qui a été bien relayé. Et puis ça y est, les ventes ont commencé à arriver petit à petit. Ouais. Là, on était 4 dans l'équipe. Donc Maxime m'avait rejoint à ce moment-là. J'avais Ouais. pris quelqu'un une personne sur la partie commerciale. Et une personne qui m'aidait sur la partie contenu en freelance. D'accord. Puisque l'idée dès le départ, c'était d'investir beaucoup sur le contenu et se dire qu'on n'allait pas être juste une plateforme de référence pour acheter et vendre des produits, mais être aussi ce site inspirant, cette approche. Ouais. Je voulais vraiment créer ce côté un peu magazine de décoration qui Ouais. devienne un réflexe et sur lequel on puisse trouver vraiment des inspi, des idées Bah, déco. ouais, votre Instagram est très beau d'ailleurs. J'ai regardé. C'est assez inspirant quoi. Donc. Ouais, on essaye en tout Bien. cas de montrer. En fait, je pense que c'était super important, surtout sur notre secteur de la brocante. Il y a beaucoup de gens que ça peut faire un peu flipper parce qu'ils se disent, ok, la brocante égale un peu poussiéreux, égale un peu vieillot, un peu ringard, Ouais, c'est etc. ça. Donc pour lever Je certains doute. freins ou certaines réticences chez certains, c'était important d'avoir effectivement une approche un peu déco et un peu inspirationnelle. Donc Ok. voilà, du coup on a investi sur ça dès le départ. Donc ça Ouais. c'était les premiers mois de Celenty. La croissance est au rendez-vous puisqu'on a de plus en plus de ventes. Du coup au bout de 6 mois on a fait un premier tour de table auprès d'entrepreneurs, Ouais. pas forcément du secteur de la déco, mais entrepreneurs digitaux français qui avaient réussi, qui ont Ok. investi chez Celenty et qui nous ont permis D'accord. du coup, grâce à cette première petite levée de 500 000 euros, on a réussi à structurer la première équipe. Donc on a été une dizaine de personnes dans la foulée chez Celenty. Et puis et voilà, et à passer un peu les différentes étapes, les étapes de vente, de nombre de nouveaux produits, de nombre de nouveaux vendeurs sur la Ouais. plateforme, etc. Avec deux gros pôles, d'un côté aller chercher des produits, donc des vendeurs, et toujours Ouais, plus d'acheteurs, quoi. exactement. Avec quand même un gros focus depuis le départ sur le sourcing. Donc notre enjeu depuis Ok. le démarrage, c'était vraiment de dire il faut qu'on ait le plus de vendeurs et de produits de qualité sur la plateforme. C'est ça qui fera venir les acheteurs. Et ça Donc s'est avéré complètement vrai. t'as une grosse équipe de bizdev, entre guillemets, Alors, qui pas va chercher forcément grosse, des... mais en tout cas, oui, les premiers investissements, ça a été les BizDev, ouais. Ouais. Et donc, du coup, je crois que vous avez fait une deuxième levée de fonds en plus après. Ouais, alors après, effectivement, on a refait une levée de fonds en août 2016. Ouais. Donc, cette fois-ci, là, on est allé lever auprès d'un fonds, un VC américain, mais qui a une antenne à Londres, qui s'appelle Axel Partners, qui est assez connu, qui font beaucoup d'investissements dans des marketplaces, etc. Assez peu en France, mais en tout cas, ils sont très présents en Europe et un peu partout dans le monde. Et donc, eux, ils ont investi de 3 millions chez Celenty. Donc là, c'est une levée de 3 millions qui nous a permis d'aller encore plus loin et surtout de commencer à se développer sur le parti marketing payant, etc., de tester des nouvelles méthodes d'acquisition et ne plus reposer que à 100% sur l'organique. Ouais, c'est ça. Et alors, ma question, c'est est-ce que vous êtes aujourd'hui rentable? Alors, T'es pas obligé de répondre. non, on est très transparent sur ce sujet. On n'est pas encore une entreprise rentable. Ouais. On privilégie encore beaucoup la croissance
et la très forte croissance de Celency, quitte à reporter un petit peu la rentabilité. On a refait en fait une levée de fonds l'année dernière, donc en novembre 2018, cette fois-ci avec un groupe sud-africain, où là on a levé 15 millions. Ah oui, d'accord. Et donc effectivement à chaque fois, ces enjeux de financement, en tout cas créent de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux challenges de croissance et reportent d'autant l'échéance de la profitabilité, de la rentabilité de la boîte. Ouais, tout à Donc fait. pour l'instant, on n'est pas encore rentable, mais ça fait partie des objectifs évidemment à moyen terme. C'est hyper important. Oui, complètement. Parce que justement, il y a, je pense, une tendance un peu c'est pour ça que je te pose cette question, mais il y a eu pendant des années beaucoup d'entreprises qui ont levé des fonds et tout ça. Il y a une tendance parfois un peu oubliée que il faut aussi être rentable et c'est pas si facile. Enfin, tu vois, genre, on a un peu l'impression que la levée de fonds c'est hyper facile et qu'après, du coup, on s'en fout d'être rentable, mais c'est quand même l'objectif, quoi. Et ma question, c'est que du coup, ta dernière levée de fonds, c'est quoi maintenant vos orientations pour le futur, pour l'avenir de Celency, qu'est-ce que tu envisages? Justement, je pense que tu prêches une convaincue sur le sujet de la rentabilité, de la pérennité, pour assurer la pérennité de l'entreprise, son autonomie, son bon développement, c'est quand même se rapprocher de ce point, de ce point-là. Et donc ça fait partie de l'objectif à court moyen terme, sans sacrifier pour autant notre développement et notre croissance. Donc voilà, c'est toujours trouver cet équilibre entre la croissance du site, continuer de faire connaître en France et en Europe. Aujourd'hui, 80% du business est porté par le marché français. C'est ce que j'allais te demander. De plus en plus sur des nouveaux pays, et ça va faire partie aussi des objectifs des mois et années à venir. Aujourd'hui, on est présent plutôt sur les pays du nord de l'Europe et on cherche à renforcer notre position dans ces pays, notamment les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le UK est un peu plus difficile, ou en tout cas avec plus de points d'interrogation avec le Brexit maintenant. Mais voilà, on cherche toujours à renforcer notre position sur ces pays-là et maintenir et surtout renforcer évidemment notre rôle de leader en France sur ce marché du mobilier de la seconde main. Ok, trop cool. Donc ça, c'est vraiment le gros challenge sur le développement et notamment géographique. Et puis après, moi, c'est toujours, tu parlais au tout départ de la place des particuliers versus les professionnels sur le site. En fait, on a communiqué assez tardivement sur le fait que les particuliers puissent vendre sur Celency. C'est assez récent, ça fait un peu moins d'1 an. Et notre enjeu, c'est justement de faire grandir notre base de vendeurs particuliers sur Celency et faire connaître notre service auprès de cette cible-là. On propose vraiment un vrai service différenciant par rapport au site, une fois de plus, de petites annonces, quoi. C'est-à-dire que il y a la garantie, il y a la caution, il y a le fait que les paiements sont sécurisés, il y a le fait que les livraisons sont gérées, etc. Donc on facilite énormément le job pour les particuliers. Donc là, c'est vraiment quelque chose qu'on cherche aussi à développer très fortement sur les prochains mois. Et alors, juste une question, parce que moi, j'ai pas mis encore de meubles perso sur Celency. Quand t'es un particulier, parce que je regarde là, les photos sont très très belles et tout ça, c'est vraiment très beau. Comment il y a un kit un peu de l'utilisation, de la façon dont il faut faire les photos. Comment vous arrivez, parce qu'un particulier, quand tu vas sur Le Bon Coin, c'est généralement les photos elles sont grave moches. Enfin, tu vois. Là, vous arrivez. Comment vous faites par rapport à ça? Alors, en fait, pour les particuliers, alors évidemment, n'importe quel vendeur qui rejoint la plateforme va être un peu guidé sur ses premiers pas de mise en ligne de produits. Et donc, on va lui donner des tips sur les bonnes photos, etc. En revanche, ce que l'on fait, c'est que ce qui te donne l'impression qu'on a un catalogue plutôt quali, c'est qu'on détourne chaque première photo. Ouais, c'est ça, c'est détouré. Et ça, c'est vraiment de notre côté que c'est géré. Donc on ne demande pas, ce qu'il faut, c'est que la photo soit le plus
la plus neutre possible, en tout cas qu'on ait une bonne vue d'ensemble de l'objet. Ouais. Mais après, nous, on s'occupe du détourage et c'est ce qui, ça change complètement l'aperçu et le ressenti du catalogue à première vue. Ouais, carrément. Et alors moi j'ai une autre question, c'est est-ce que tu as des risques de sourcing justement? Est-ce que ça peut arriver que vous ayez moins d'offres, que ce soit un peu tendu, parce que finalement s'il y avait que vous sur le marché, au bout d'un moment il y aurait plus de mobilier quoi. Parce qu'on peut pas avoir que du second main. Enfin, pour avoir du second main, il faut qu'il y ait des mobiliers neufs à un moment donné, tu vois. Bah, oui et non, quand tu sais que chaque année en France, il y a 2 millions de tonnes de déchets d'ameublement, c'est que, et on a largement, enfin, nos maisons sont pleines à craquer de Ouais. vieux meubles, etc. Ça fait des années, des dizaines, des centaines d'années qu'on produit des meubles qui sont parfois entassés dans des greniers, etc. Donc, en fait, avec le stock que l'on a à date, on est capable d'alimenter les intérieurs des générations à venir sans souci, sans avoir à Ah oui. créer et sans avoir à Donc créer toi de t'es nouvelles pièces. donc toi t'es plutôt carrément à dire il faut arrêter de créer des nouveaux mobiliers quoi. Moi, je pense, oui, qu'en tout cas, on a largement, et aujourd'hui, on est plutôt sur une problématique de gestion des ressources de notre planète. Ouais. Face à cette problématique, une des solutions, c'est évidemment le renouvellement et la réutilisation, recyclage, réutilisation d'objets déjà créés. Et je suis convaincue qu'on a largement de quoi, comme je dis, alimenter vraiment tous les foyers avec les meubles que l'on a aujourd'hui. Ok, ouais. Bon, ça, je Donc, couperai au montage quand même, parce que nous, on vend des meubles neufs. Mais non, je ouais. rigole. Non, mais je vois ton point de vue. Non, mais après, voilà, c'est plutôt dire, ça veut pas dire qu'on veut stopper la création, mais pour nous, c'est favoriser en tout cas un rythme moins effréné de création et surtout limiter le développement de meubles ultra standardisés. Tout à fait, ouais. Et, Mais ça, je suis complètement d'accord. favoriser plutôt la création de qualité, des objets qui ont une durée de vie. On va pas arrêter radicalement et on n'est pas non plus Oui, parce que chaque génération a le droit, si tu veux, d'apporter sa pierre stylistique bien sûr, aux arts décoratifs, mais complètement. Complètement, et c'est fondamental. Mais entre l'approche décorative, l'approche du design, de la création, etc., et l'approche de la standardisation du meuble que peuvent avoir certains, et notamment les grosses enseignes, etc., on est sur c'est deux poids, deux mesures. Donc nous, ce que l'on veut favoriser, c'est plutôt dire il y a de la place encore et il faut garder cette place, donner cette place à la création, elle est super, super importante. Mais simplement avec ça et en construisant des pièces de belle facture, etc., plus avec le réseau de la seconde main, on est dans une manière de consommer qui est plus en phase avec les besoins de notre génération et des générations à venir, quoi. Ouais, carrément. C'est créer du durable, quoi, finalement. Ouais, carrément, ouais. Et moi, j'ai une dernière question, du coup, sur le sujet. Tu sais, nous, on est très attachés à la fabrication française et tout ça, et on pense que c'est hyper important. Est-ce que, justement, toi, dans votre sélection, vous avez, vous pouvez prendre des meubles qui sont faits en Chine, ou après, je vois que c'est quand même assez, ça a l'air d'être assez fabrication française, enfin, de ce que je vois sur votre offre. Mais est-ce que vous avez un filtre là-dessus ou pas du tout? Au contraire, maintenant c'est sur le marché, c'est de la seconde main, donc c'est pas, faut le réutiliser plutôt que le jeter, quoi. Écoute, la question est intéressante. Je dirais qu'aujourd'hui, on a plutôt privilégié l'artisanat, quelle que soit son origine. Donc, on a des pièces d'origine chinoise, en tout cas, tu vois, des pièces issues de plein de pays d'Asie, qui sont juste ultra intéressantes parce que hyper authentiques, anciennes, etc. Et en fait, on fait pas de segmentation, de différenciation entre des objets qui viendraient d'ici ou d'ailleurs, peu importe, tant qu'ils sont cette authenticité. C'est plutôt privilégier l'artisanat au sens large. Et une fois que ces pièces ont été créées, et une fois de plus qu'on considère que ce sont des pièces de belle facture, les valoriser quelle que soit leur origine. C'est plutôt ça notre créneau. Et alors, j'ai finalement encore deux autres questions aussi, moi, mais très rapides. Parce que je me pose vraiment la question, c'est comment tu gères la logistique
parce que ça doit être un énorme sujet pour vous. Comment tu as réussi à bien gérer ça? Et ma dernière question, c'est est-ce qu'un jour vous envisageriez de faire des boutiques physiques, Salency, de vraiment se lancer plus dans le physique et pas que dans le digital? Ouais. Alors sur la logistique, effectivement, c'est une bonne question. Ça a été un peu un des sujets clés les premières étapes de développement de la boîte ont été assez cruciales en ce sens, parce que on n'avait pas mesuré à quel point la logistique allait être un pain point pour nos vendeurs. On pensait que justement, comme on allait faire appel à des vendeurs professionnels, la plupart seraient en mesure de livrer eux-mêmes, etc. En fait, ça s'est pas tellement présenté comme ça. Et les vendeurs ont besoin de notre soutien. Plus le réseau de vendeurs s'est agrandi aujourd'hui avec l'arrivée des particuliers, plus l'enjeu est devenu colossal. C'est-à-dire qu'on a des milliers de points de collecte différents et des milliers de points de livraison différents, avec aucun produit effectivement qui est sur palette, aucun produit qui est standardisé. Donc voilà, on est presque sur des services de déménagement, quoi. Ouais, c'est sûr. Donc voilà, et du coup effectivement ça a été un gros challenge. Donc notre approche ça a été de dire on va construire un réseau de transporteurs indépendants, puisqu'on est d'abord allé frapper à la porte des gros faiseurs, et puis ils nous ont dit non, on n'arrive pas à s'adapter à vos contraintes. Donc on est plutôt allé voir des petits indépendants, et puis on a construit petit à petit notre réseau d'indépendants. Et aujourd'hui on est hyper fiers de pouvoir de dire on est capable de livrer partout dans le monde, d'aller chercher un objet n'importe où. Alors déjà sur le marché européen, d'aller chercher un objet n'importe où en Europe et de le livrer partout en Europe. Après c'est un peu plus sur mesure pour hors Union européenne, mais déjà en Europe on a quand même réussi à construire ce réseau qui est assez puissant. Donc voilà, c'était vraiment un gros challenge. Le pari est loin, le défi est loin d'être terminé et abouti. C'est toujours un gros challenge au quotidien, mais on a déjà ça roule à peu près, quoi. Ouais, ça roule bien. Et sur le digital, du coup, sur l'aspect boutique. Et du coup, sur le digital et retail, écoute, notre approche depuis le début, c'était de dire on veut absolument avoir une partie, on veut rencontrer nos clients, on veut leur montrer nos produits, etc. Donc le premier événement, par exemple, de Salency, c'était un événement physique. On a organisé une vente dans un bar à Paris. On a mis en scène tous nos produits, etc. C'était assez nouveau comme approche. Et en fait, ça s'est super bien passé, ce qui fait qu'on a renouvelé l'opération plusieurs fois et on a créé ce qu'on appelle des pop-up éphémères un peu partout dans Paris, mais on en a fait aussi quelques-uns, en tout cas des petites virées en France. Et à chaque fois, ça nous a permis d'être, de montrer nos produits, de rencontrer nos vendeurs, etc. Et c'était canon. Du coup, aujourd'hui, on a maintenant de manière permanente, on a un espace au BHV Marais à Paris. Et du coup, qui est un espace de vente permanent, on a 80 mètres carrés, on vend nos meubles toute l'année. Et donc ça, c'est canon pour nous. Et te dire si demain, des espaces de vente comme ça, on en aura des dizaines en France, j'en sais rien. C'est encore trop tôt pour le dire. On est encore en train d'apprendre sur ce modèle parce que ça reste des enjeux et des challenges assez différents, le retail de notre métier classique. Mais super intéressant. Ok, bah écoute, merci beaucoup, c'était super intéressant, et puis encore merci d'avoir pris ce temps-là. Je pense que on en apprend pas mal sur ce que tu dis et tout ça, sur ta démarche, donc c'est top. Voilà. Bon merci, super, je suis ravie. Voilà, c'était le podcast d'entreprendre dans le design de la chaise française. On se retrouve bientôt pour un nouveau podcast dans très peu de jours. À bientôt et restez chez vous.